Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre après cette journée ensoleillée sur Cotonou. Cotonou qui est sous son ambiance des heures de pointe puisqu'il est 19h partout sur toute l'étendue du territoire national. Bien, c'est le moment également de nous rejoindre sur le grand rendez-vous de BB24. Ce soir, ça parlera trisomie 21, coaching des apprenants, ça parlera de la publicité et pourquoi pas de l'utilité du sac qui est d'ailleurs même au-delà des effets de mode. On va retrouver les détails juste derrière la météo que voici. Oui, vous y êtes, c'est bien évidemment le grand rendez-vous de BB24 avec une astuce santé face bien évidemment à une maladie, ce qui est tout à fait normal. La trisomie 21, détecter tôt vous permet de prendre donc des décisions par rapport donc à cette grossesse d'un fœtus qui comporte, pourquoi pas, des défauts de malformation. On aura le temps, bien sûr, de vous détailler quelles décisions faut-il donc prendre et comment prendre alors donc ces décisions-là une fois que cette trisomie est détectée. Et tôt, bien évidemment. Autant savoir à présent nous maintient dans l'environnement familial, mesdames et messieurs, pour parler du coaching des enfants. Et nous serons précisément donc à l'école pour vous dire qu'un enfant bien coaché est un apprenant qui réussit. Et nous allons vous présenter ce soir les différents aspects du coaching des apprenants. La publicité continue de sonner mystification, des fois même mensonge dans la tête des consommateurs au lendemain de la journée mondiale de lutte contre la publicité. L'expert de ce grand rendez-vous affirme qu'une publicité durable, efficace est celle-là qui dit la vérité. Alors, il profitera également de cette occasion pour nous donner donc les astuces pour être franc et efficace en matière de publicité. Et puis, sur Beauté au pluriel ce soir, le sac est vu au-delà d'un accessoire de mode, mesdames et messieurs. Découvrez toutes les utilités du sac, utilités physiques et également en matière d'effets de mode. Ce sera sur la rubrique Beauté au pluriel, messieurs et dames, de ce grand rendez-vous, un grand rendez-vous qui va vous offrir le journal à 19h45 exactement. Une présentation de Estelle Pazou. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Wassim Gaba. J'aime bien voir ce beau sourire souvent quand je suis sur le grand rendez-vous et je suis très content ce soir et également les téléspectateurs qui voudraient bien savoir le menu de ce 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le marché agricole béninois est confronté à la concurrence des produits importés. Une situation qui met à mal la production béninoise et à laquelle l'économiste Albert Ronloncourt propose des pistes de solutions.
Araoué ou chips de banane, les Béninois en consomment très souvent. Mais d'où vient ce produit alimentaire qui s'est progressivement installé dans leurs habitudes? On s'y intéresse dans le 1945. Toujours dans le 1945, on ira à la découverte de Rafiou Oké-Folaran. Il est artiste, peintre et plasticien. Restez donc avec nous pour tous les détails. Merci également à vous, Estelle Pazou, pour ces annonces, les titres, le menu de ce grand rendez-vous à 19h45. Bien sûr, on va vous retrouver avant 19h45, chers téléspectateurs. Nous allons parcourir 3 rubriques et on commence par beauté au pluriel. Oui, c'est en beauté. Alors, si vous n'avez pas encore votre sac, chères téléspectatrices, c'est ça, hein? C'est souvent les femmes. En tout cas, on parlera aujourd'hui des sacs de femmes. Et donc, pour cela, je vous invite à nous suivre tout simplement pour savoir en réalité sur quels aspects il faut donc se baser pour choisir un sac qui est donc vu au-delà, bien sûr, des effets de mode aujourd'hui sur cette rubrique beauté au pluriel. On va suivre d'abord ce que nous propose, et bien sûr, Fulgence Moutonji. Regardez. Le sac est désormais un accessoire de mode qu'il faut absolument avoir. Il est un compagnon utile qui nous met à l'abri des regards. Le sac est porté à la fois par les hommes et les femmes. Le contenu du sac diffère d'une personne à une autre. Au fil du temps, le sac à main est devenu un allié redoutable de la femme. Au XVIIIe siècle, cet accessoire était porté essentiellement par des dames de la haute société. Aujourd'hui, on peut avoir un sac de toute gamme et à tous les prix. Les sacs à main connaissent une grande évolution. Les plus grandes marques ont fait du sac un équipement à la fois pratique et tendance. Elles proposent différents types, aussi remarquables les uns que les autres. Le côté esthétique donne à celui qui porte le sac une allure chic et branchée. Certains modèles de sac permettent d'avoir un look accompli et élégant. Au-delà de transporter des objets et de l'argent, le sac est même devenu un accessoire de luxe. Le design des sacs est aussi varié que les couleurs et les matières. Vous êtes déjà une adepte du sac à main? N'hésitez pas à enrichir votre dressing des modèles en vogue et assure la tendance. Voilà, donc un commentaire sur l'image de Fulgence Moutonji, présentée bien sûr par Cécile Roulet, à qui nous disons merci, qui a su même l'édition de cette émission. Voilà, le grand rendez-vous ce soir. Alors, on vient bien sûr en plateau pour retrouver l'invité. Il s'appelle Pablo Yamadiako, vendeur d'accessoires de mode. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous retrouver. C'est entre amis apparemment de quartier qu'on se retrouve ce soir. Ça, c'est vrai. Il y a longtemps que je vous connais déjà dans ce secteur. Merci de venir partager votre expérience dans ce milieu-là avec les téléspectateurs de BE24. Bonsoir également à vous, Fulgence Moutonji. Bonsoir à Sioma. Alors, vous n'êtes pas avec votre sac, on verra bien si vous en aurez un avant la fin, bien sûr, de cette rubrique. Mais dites-nous déjà, ce soir, il est question, bien sûr, de définir le sac et de voir... c'est pas cet outil au-delà, bien sûr, d'un accessoire de mode. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, nous allons parler du meilleur ami de l'homme qui s'est avéré être le sac. Ah oui. Et pour ce faire, nous avons invité M. Pablo Yamadiako. Il est détenteur d'une boutique de mode
il a affaire tout le temps avec les dames. Donc, il sait comment s'appuyer pour choisir un sac de qualité. Un sac de qualité. Donc, nous allons nous tourner vers l'expert. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, quel est le rôle de cet accessoire de mode qui est beaucoup plus prisé par les dames? Merci. Je dis d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs et à mes clients fidèles. Le sac à main est d'une utilité très importante pour la femme. Ça permet à la femme d'être un peu plus élégante et aussi ça permet aussi de garder un peu les produits de beauté de la femme ainsi que les portables de la femme. Donc, on comprend jusqu'aujourd'hui, on ne peut plus sortir dans la rue sans avoir un sac. De tout pas. De tout pas. Il faut nécessairement, pour que la femme soit plus élégante et plus belle, il faut nécessairement qu'elle garde un sac ou une petite pochette pour se rendre plus belle. Un sac, une petite pochette. Non, un sac ou une pochette. Ah, d'accord. C'est le sac ou la pochette? Ou la pochette. Oui. Voilà. La pochette, c'est un petit sac aussi. Et si tu n'as pas trop envie de t'encombrer, il suffit juste de garder ça en main. Et ça dépend aussi de quel genre de sortie il faut. Ah oui, vous l'aviez dit, le sac permet de sublimer la tenue qu'on porte. Alors, quels doivent être les critères de sélection d'un sac? Bon, il y a beaucoup de critères. D'abord, il faut essayer d'agencer avec ce que tu as porté, avec l'habit ou la chaussure que tu as mis. Et aussi, il faudrait aussi regarder l'endroit, si c'est à un mariage, si c'est à une cérémonie de dot ou si c'est à un décès. Il faudrait que tu essaies de voir dans quel endroit tu vas avant de prendre un sac. Mais selon certains spécialistes, il faut se baser aussi sur son physique, sur sa taille, sur sa forme et tout. Bon, pas nécessairement. Ça se base surtout sur l'habit, sur la tenue que tu portes. Okay. Donc il faut savoir agencer les couleurs. Ah oui, donc il y a la couleur qui compte quand il faut choisir son sac. Tout à fait. Ce que vous avez porté, la couleur. Alors pour quelqu'un qui porte une robe comme tenue, pour Fusencia ce soir, quel genre de sac il faut? Là, pour casser tout ce qu'elle a porté, il lui faut un sac noir. Parce que là, il y a déjà une couleur très éclatante dans la robe qu'elle a mis. Okay. Donc il faut un sac noir pour casser. En plus, il y a le noir qui passe dans les fleurs. Oui. Donc c'est pas trop remarquable. Donc pour casser, il faut mettre le sac noir pour pouvoir... Un sac noir comme ça, comme ce qu'on a à l'écran là? Oui, tout à fait. Super. Tout à fait. Alors, je me retrouve, quand le monsieur a parlé de sac noir, je me suis dit, voilà, tu as porté une chaussure noire, donc ça m'irait bien. Voilà. Est-ce qu'il faut voir la couleur des chaussures en fonction de ça, choisir son sac? Oui, tout à fait. Il faut le faire aussi. Ça dépend. Si la robe que tu as mis a plusieurs couleurs, il faut voir les couleurs qui sont dans la robe pour pouvoir faire tout là. Mais s'il n'y a pas assez de couleurs, il faut suivre la chaussure. Il faut agencer avec la chaussure. Mais s'il y a, habituellement, quand il y a des cérémonies, on a l'habitude de mettre les tablas, les gobis hautes. Il faut aussi suivre l'agencement de le gobi ou le tabla avec le sac. Soit tu agences avec le tabla, le foulard. Parabole là. Oui, pour les fêtes, aller à Goji. Voilà, pour aller à une fête, il faut suivre ça ou il faut suivre la chaussure. Il faut suivre la chaussure. Pour faire le sac. On peut également choisir la couleur dans son habit aussi. Pour le mettre super. Alors, quels sont les types de sacs que nous avons? Nous avons 3 types de sacs concernant la femme. Et nous avons les sacs à main pour les sorties. Nous avons les sacs en bandoulière. Ce qu'on a à l'écran là, est-ce que c'est un sac à main ou... Ça, c'est un sac à main pour les sorties. Sac à main? Oui. Ok. Mais il y a un fil là. Il y a un fil là, on peut mettre également... Oui, mais pas en bandoulière. Si tu veux, tu mets juste pour la garder. Juste comme ça, à côté. De côté. Ah, d'accord. Oui, allez-y. Il y a les sacs en bandoulière, c'est des sacs un peu plus petits. Oui, tout à fait. Ça, c'est les sacs en bandoulière. Ok. Si je peux l'avoir. Ah oui, ce qu'on a là. C'est ça à l'écran. Oui, voilà. C'est les sacs en bandoulière. En bandoulière, oui. Ah, d'accord. Alors vous, là, c'est que c'est les sacoches, les pochettes dont vous parlez. Non, ça, c'est pas les sacoches. C'est le petit sac, en fait. Surtout plus quand tu es en robe ou en jean, t-shirt ou en jean, de façon, ça va beaucoup plus sur les jeans et sur les petites robes. Ah ouais. Donc, c'est des sacs en bandoulière. Ouais. Et ce sac, par exemple, est-ce qu'on peut le mettre pour aller à une soirée dansante? Oui.
ce type de sac? On peut le mettre si tu te mets en jean, tu peux le mettre, ou tu peux mettre une robe. Si tu ne veux pas être très élégante, tu peux mettre ça. Mais si pour les soirées de sortie, c'est conseillé de garder les pochettes, les petits sacs en main. Ah, d'accord. C'est ça qui est conseillé pour les soirées. Les soirées. À la pour danser, on sera obligé de se détacher de son sac. Hein? Mais là, on mettra tu peux On pas donne garder au un sac conjoint. tu peux pas garder un sac et danser. Dans le petit sac, tu lui donnes le sac, il va danser. Non, il va garder, il va garder. Il Puis garde moi, pour je vais danser avec m'amuser. Non, je vais m'amuser. Il n'est pas là, c'est pas un faux, votre garde-sac. Le gardien de votre sac. Il suffit juste de mettre ça sur... C'est un petit sac, il suffit juste de mettre ça sur la table. Sur la table. Et parce que c'est juste pour garder le chiffon de beauté Voilà. et le portable. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai. C'est pas pour garder les clous, les trucs de... Non, toi aussi, c'est pour se refaire son maquillage. Ça me rappelle l'autre clip. Dès que là, tu vas danser un peu, tu viens, tu te Voilà, se faire une beauté. ouais. Alors, monsieur Yamadjako, dites-moi, quelle est la matière de sac que vous recommandez à ces femmes-là qui viennent vers vous? Au Bénin, nous sommes un pays un peu pauvre. Sinon, le sac qui est vraiment conseillé, c'est les sacs en cuir. Mais c'est des sacs qui coûtent un peu cher, extrêmement cher. Il y a d'autres, il y a plusieurs sacs en cuir. Il y a des cuirs, il y a des simili-cuirs. Et au Bénin, nous avons les simili-cuirs, nous avons une troisième encore. Mais au Bénin, ce qui est le plus conseillé actuellement, en période de chaleur, les sacs qui consomment, c'est les sacs en plastique. En plastique. Ah, oui. Mais en silicone. Comment expliquez-vous le fait que des dames, que vous les côtoyez souvent, ont vraiment des tas de sacs avec mais il faut être à la mode, non? Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Un sac, bon, c'est pour chaque, sortir. normalement, pour une vraie femme, Oui. chaque 3 mois, doit refaire sa garde-robe. Ah, d'accord. Donc il faut changer aussi de Il faut sac. changer parce que tant que tu changes de tenue, il faudrait que tu changes de sac. Le sac. Il ne faudrait pas que c'est quand tu vas vouloir sortir que tu vas courir pour dire ah j'ai une telle chose, il me faut tel sac. Non, non. Il faudrait que tu aies assez de sacs. Dès que tu vas vouloir sortir, tic-tac, tu prends ton sac, tu dis bon voilà, ça va avec. Ça va avec. Ah, Donc, Assio, vous avez compris, hein, il faut acheter assez de sacs à madame. Ah oui, madame aussi peut en acheter, mais elle en achète souvent aussi. Souvent, c'est les dames qui viennent vers vous, non? Vous allez les Mais dire. pas leur mari qui les Non, amène. mais la plupart les amis. Quelquefois. Non, mais aussi vous faire allez plaisir. débourser aussi, Assioma. Oui, mais moi, je n'irai pas acheter. Je peux envoyer vous je peux donner l'argent. Voilà, voilà. Tu peux acheter et lui faire une surprise. Je n'irai pas acheter un sac. Il fait plaisir. Je n'irai pas pour aller acheter Alors, un sac. avant d'aller acheter son sac, qu'est-ce qu'il faut faire? Les critères. Les critères. Bon, Pour acheter un bon sac. bon, je ne pourrais énumérer les critères parce que je risque de faire savoir beaucoup de choses. Mais ce que j'aurais conseillé, c'est de bien voir. Parce qu'il y a des sacs qui font juste 2 semaines, juste après l'utilisation, ça se fane. Oui, oui. Ça se fane automatiquement. Et tu vas trouver le même sac chez une autre personne qui sera de qualité. Mais dès que tu vas ailleurs, tu vas te dire, mais oh non, toi tu m'as vendu ton truc cher, mais j'ai trouvé ailleurs. Mais quand tu vas utiliser pour quelques semaines, ça finit, ça se fane. Mais comment reconnaître que ce sac est de qualité? Au toucher. Au toucher. Au toucher. Dès que tu touches, tu sens. Quand c'est un croco comme ça, c'est souvent de qualité. Oui. Il y a 3 sortes de qualité en coco. Là, c'est en ciré. Là, c'est en ciré, c'est des sacs qui durent beaucoup. Ça ne s'effrite pas. Ah, d'accord. C'est ça qui est conseillé en période de chaleur. En période de chaleur. Dès que tu l'as, Au-delà de l'accessoire de mode, le sac peut servir à faire quoi? À part garder rouge à lèvres, petit miroir pour les femmes et tout. Quoi d'autre? nous avons des sacs un peu plus grands Ok. qui permettent aux femmes enceintes, ou aux nourrices du moins, de garder les thermos, de garder un peu de tout Ok. dans le sac. Ça permet aussi, les petits sacs aussi permettent de garder aussi de l'argent. Ok. Dès que tu travailles quelque part et tu dois aller faire des vêtements, il suffit juste de garder ton sac, tu mets les sous dedans. Personne ne saura que tu as de l'argent. Que tu as de l'argent. Mais est-ce que vous recommandez le sac pour une tranche d'âge? Oui. C'est-à-dire un enfant ne doit Oui. pas utiliser ce type de sac, une femme enceinte par exemple doit utiliser tel type de sac. Une femme enceinte, non pas une femme enceinte, une femme, une nourrice. Voilà. Une nourrice, c'est conseillé qu'une nourrice utilise un peu, les sacs un peu plus grands pour pouvoir garder les habits du bébé, le thermos, un peu de tout. Les sacs qui sont conseillés pour les jeunes filles, bon, pour les petites filles, c'est souvent les sacs en bandoulière
qui sont conseillés. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yamadiako, Pablo, merci. Merci d'être à venu vous, sur ce Pablo. plateau. Merci également à vous, Fulgencia Moutondi, pour Merci le beaucoup, choix Sioma. de ce sujet, parce qu'il y a de ces sacs-là, ce que vous voyez dans le sac d'une femme. Ah, c'est beaucoup de choses. C'est Hein. énorme. C'est recommandé, il ne faut jamais mettre sa La main main? dans le sac d'une femme. Ah d'accord. C'est Il ne faut vraiment jamais le interdit. faire. En tout cas, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas, puisque vous venez de le dire sur le plateau. Ah oui. Merci à vous, chers Merci. téléspectateurs, de suivre sur le grand rendez-vous. On va à l'école, oui, cette fois-ci pour apprendre bien à coacher les apprenants. Il paraît qu'un enfant bien coaché est un apprenant qui réussit. Forcément, vous aurez les astuces dans un instant. C'est autant savoir. Nous sommes à l'école, une école particulière si vous voulez. C'est pour donc coacher les enfants, pas les enseigner, mais les coacher. Donc il y a une différence. Comment coacher donc votre enfant ou un apprenant pour qu'il puisse vraiment réussir? C'est à cet exercice que nous allons nous mettre aujourd'hui sur le grand rendez-vous et particulièrement sur Autant Savoir. On suit d'abord l'élément, on revient sur le plateau. Avoir de bonnes notes en classe, réussir ses études, tous les apprenants en rêvent. Mais pour certains, cela ne dépasse pas le stade du rêve. Une situation qui désespère bon nombre de parents et qui pourtant pourrait se résoudre avec une meilleure organisation. Et c'est à ce niveau qu'intervient le coach pédagogique. Il vient aider l'apprenant à vaincre ses difficultés scolaires. Et pour cela, deux grands défis sont à relever. Améliorer la façon d'apprendre de l'élève et l'aider à mieux s'organiser pour réussir. Le coach prépare donc l'élève mentalement tout en l'aidant à s'organiser. Les parents d'élèves ont parfois leur responsabilité dans l'insuccès de leurs enfants. Manque de temps, manque de suivi, manque d'encouragement sont autant de freins à l'épanouissement scolaire de l'enfant. Comme le dit un instituteur, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a parfois que de mauvais enseignants ou de mauvais parents. Merci beaucoup déjà à vous, Agnat Onifade Bello, pour cet élément, ce commentaire sur image qui plante bien sûr le décor pour parler de ce sujet de coaching des apprenants pour une option réussite tout simplement. À l'école, on fera bien sûr cet exercice avec Fulgence Awangonou. Il est coach en éducation parentale, on pourra dire spécialiste en coaching parental, on peut le dire, ou familial aussi. En leadership parental et en motivation des enfants et adolescents. Ah d'accord, donc leadership parental, motivation des enfants et adolescents. Et donc dans ce sens, aujourd'hui, nous allons apprendre donc à coacher les apprenants. Donc ce sont les enfants en quelque sorte, on peut le dire ainsi. Oui, enfants et adolescents. Enfants et adolescents. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Bonsoir, Agnat Onifade Bello, comment allez-vous? Je vais bien, merci Assem Gaba, bonsoir. Pleine forme ce soir, je vois que c'est le bleu qui gagne. Laissez-moi dire bonsoir aux téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Ah oui, bonsoir, chers téléspectateurs, je vous salue aussi, comme Anifa. C'est clair que c'est le bleu qui gagne ce soir. Ah, j'aime bien vous taquiner, vous savez. Vous savez, l'uniforme scolaire, souvent, il y a du bleu au niveau des privés et tout ça. Ah oui. On a voulu rappeler je pensais que vous allez me dire que vous avez porté tout le temps du bleu à l'école, mais non. Il y a le kaki, vous avez oublié. Assem Gaba, c'est vrai que le gros lopote du kaki, c'est déjà ça. Merci de nous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ce soir, on s'intéresse à la réussite des apprenants parce que c'est aussi le souhait de tous les parents. Après avoir fini d'investir, on veut qu'à la fin de l'année, notre enfant nous revienne avec de bonnes notes en classe. Alors, je me demande déjà tout de suite, ma première question pour notre invité, Fulgence Awangonou, c'est de savoir si un enfant qui s'en sort bien en classe, c'est toujours un enfant bien encadré. Un enfant qui s'en sort bien en classe, c'est un enfant qui souvent arrive à bien s'organiser. Parce que quand vous avez la notion de l'organisation, vous saurez à chaque moment ce qu'il faut faire pour pouvoir être en symbiose avec votre objectif de réussite. Donc celui qui réussit, c'est celui-là qui sait déjà s'organiser. S'organiser, c'est quoi? C'est pouvoir inscrire chaque activité dans le temps en fonction de ses objectifs. D'accord, donc ce n'est pas forcément un enfant qui est bien encadré, mais c'est surtout un enfant qui sait bien s'organiser. Oui, quand il s'est bien organisé, c'est qu'il est encadré.
peut-être en présence des parents, mais il y a des enfants qui ont déjà les habiletés sans les parents déjà qui prennent le cas et qui savent qu'ils doivent en charge, oui. D'accord. Mais que vient faire le coaching dans la réussite d'un apprenant? Vous parlez de réussite, Oui. vous parlez de dépassement de soi, vous parlez de motivation. Donc la réussite, parfois, vous savez, tous les enfants ne sont pas prédisposés à réussir de la même manière. Il y en a qui font le service minimum, excusez-moi l'expression. Il y en a qui n'ont pas du tout les habiletés pour avoir les notes qu'il faut pour pouvoir réussir. Et il y a d'autres qui, naturellement, sont doués dans une certaine mesure. Et quand vous êtes face à ces catégories de personnes, le coach vient accompagner chacun. Même celui qui est fort, on peut l'accompagner à se retrouver plus en altitude. Celui qui est moyen, à se retrouver à un niveau quand même élevé. Et l'autre a au moins avoir la moyenne. Donc, quel qu'en soit le niveau qu'on a, le coach vient pour vous accompagner, pour vous permettre de vous dépasser à travers ces méthodologies. Nous parlons beaucoup plus de la méthodologie du succès qui est basée sur une chose, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Okay. Quel qu'en soit votre Mais niveau. est-ce que tous les enfants sont appelés à réussir à l'école? Vous savez, la réussite à l'école nous donne le goût de pouvoir réussir dans la vie. Vous savez, c'est en mangeant que l'appétit vient. Quand vous êtes déjà habitué à réussir, c'est que vous êtes habitué à vous organiser, à avoir un certain nombre de sens de l'organisation vous permettant de produire un résultat. Et c'est ce résultat qui vous permet de réussir à l'école, qui vous permettra de réussir dans tous les compartiments de votre vie et pourquoi pas dans la vie. Donc la réussite commence donc à l'école. Ah oui, la réussite commence à l'école. La réussite, c'est d'abord à l'école et ça vous permet de prendre goût au sujet. Vous savez, il y a un grand philosophe qui a dit que ce qui est grand dans la vie, c'est de pouvoir être grand. Vous allez voir, dans tout ce que nous faisons, nous avons le désir d'être grand. Et réussir à l'école, ça vous donne une grandeur. Et cette grandeur, ça vous permet de le faire ailleurs, de réussir dans votre mariage, de réussir un peu partout. Donc, ce que vous dites est tellement vrai, parce que je me rappelle, hein, quand on avait une très bonne note, on est fiers, on bombe le torse pour aller chercher sa feuille d'interrogation écrite. Et quand la note est mauvaise, eh bien, on baisse la tête pour aller la chercher. Ça explique parfaitement le fait qu'on se sent grand. On se sent grand, on se dit on existe. Oui. On a une place dans la société, on a une place dans sa classe, on a une place un peu partout. Donc ça vous donne le goût, l'envie d'aller en altitude, d'aller loin dans ce que vous faites. D'accord, mais à quel moment on se rend compte que l'apprenant a besoin d'être coaché? Puisque vous l'avez dit vous-même, il y a des enfants qui ont déjà des aptitudes par eux-mêmes, il y a des parents qui sont à même de pouvoir faire le travail. À quel moment on se dit cet apprenant, il a besoin d'être coaché? Vous savez, souvent les parents viennent à nous lorsqu'il y a problème à l'école, lorsque les enfants n'ont plus de bonnes notes. C'est à ce moment que les parents viennent à nous. Mais la notion du coaching, ce n'est pas quand l'enfant commence par avoir des notes, c'est quand l'enfant commence les cours, déjà à la maternelle. Je dis bien déjà à la maternelle parce que à travers le jeu que l'enfant fait, l'enfant apprend déjà un certain nombre d'habiletés indispensables pour la suite. Donc déjà à la maternelle, il y a déjà des familles qui prennent carrément un coach, qui suit comme on prend un médecin de famille. Et quand ils prennent un coach, le coach est là pour la vie tout le temps, jusqu'à ce que l'enfant ait le bac et même après à l'université, parce que nous prenons des enfants à l'université. Donc c'est quand l'enfant rentre dans le processus scolaire, quand il rentre dans ce processus de socialisation qui est beaucoup plus incarné par l'école, c'est à ce moment précis qu'il faut nécessairement prendre pour son enfant un motivateur, un stimulateur, celui-là qui pourra l'accompagner, l'amener à aller en altitude. D'accord, mais est-ce que le coach en vous ne craint pas que le coach finalement se résume à une béquille dont l'apprenant se sert pour pouvoir réussir à l'école? Non, vous savez, le coach vous donne l'information et vous accompagne pour avoir le résultat. Tout le travail, ce n'est pas le coach qui le fait, c'est l'apprenant encore qui le fait. Et ça amène l'enfant ou l'apprenant à se dire, je suis capable de faire quelque chose. Vous savez, le coaching est basé sur amener l'autre à faire et surtout avoir des résultats. Quand il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de coaching. Mais c'est l'apprenant qui le fait, c'est lui qui fait l'effort. Ce n'est pas le coach, ce n'est pas un répétiteur. Le coach n'est pas un répétiteur. Le coach est là pour vous donner l'information, pour vous amener les gestes à avoir, les outils qu'il faut avoir, que vous allez expérimenter vous-même. Et pendant cette période d'expérimentation, il vous suit et vous aurez le résultat. D'accord. Mais comment se déroule alors le coaching de l'apprenant? Le coaching de l'apprenant, c'est d'abord en fonction des besoins de l'apprenant, en fonction des objectifs et en fonction des difficultés que l'apprenant a. Okay. Nous faisons souvent des séances, moi particulièrement à travers l'école des leaders, l'académie des leaders que nous avons créée. Nous faisons 6 séances au minimum, mais ça dépasse parfois, nous allons à 9 et à 10 séances au plus. Et ces séances, ça part du quotidien de l'enfant. Vous savez, pour réussir à l'école, il faut réussir à la maison. Les gens ne font souvent pas la différence. Réussir à la maison, c'est quoi? C'est avoir les tâches et bien les faire. Quand vous dites à votre enfant de balayer, est-ce que l'enfant arrive à bien le faire? Lorsque vous demandez à votre enfant de faire la vaisselle, la lessive,
quel est son comportement face à cette activité-là. Et c'est parce que l'enfant a déjà l'habilité de bien faire à la maison que dans la vie, qu'à l'école, il va bien faire. Souvent, il y a des enfants qui travaillent à l'école, mais qui ne font rien du tout à la maison comme tâche domestique. Vous savez, c'est les parents. Les parents pensent que pour réussir, parce que ce dont nous parlons, c'est pour réussir dans tous les compartiments de la vie. Il n'y a pas que l'école. Nous parlons de la vie. Et puis si nous parlons de la vie, il faut d'abord gérer le quotidien avant de gérer le quotidien professionnel. Et nous pensons que quand l'enfant a les habiletés pour gérer son quotidien en famille, il est déjà un facteur de développement. Il retrouvera l'épanouissement, il retrouvera le sourire dans sa vie professionnelle. C'est pourquoi nous mettons toujours les deux ensemble. Il faut pouvoir réussir à l'école, à la maison et pouvoir réussir à l'école. Ça répond donc à ma prochaine question qui était de savoir si l'objectif final c'était seulement de réussir dans les études. Pour vous, ce n'est pas seulement la réussite dans les études, hein. Le but du coaching de l'apprenant, c'est réussir dans la vie. Ah oui, vous savez, pour réussir, nous disons que c'est deux choses. C'est votre comportement dans la vie parce que vous aurez incarné des valeurs. Et c'est votre capacité intellectuelle à travers le diplôme, vos expériences. Donc, on ne peut pas réussir si on réussit à l'école, on a nos bons diplômes, on est docteur. Ça ne suffit pas pour réussir. Quelles sont les valeurs que l'individu incarne dans sa société afin de se mettre en harmonie avec la société? Quand vous n'avez pas les deux, vous ne pouvez pas parler de réussite. D'accord. Alors, j'ai quand même mon enfant qui est à l'école. Je veux peut-être trouver un coach pour l'accompagner. Est-ce que les parents eux-mêmes ne peuvent pas se faire coacher, quitte à maintenant implémenter cela au niveau de leurs enfants? Si vous permettez, Assome Gaba, cet aspect, nous allons y revenir demain. Avec le coach, pour parler un peu du rôle des parents dans la réussite. Vous demandez au coach de ne pas répondre à cette question ce soir. Non. Peut-être pas une petite phrase. C'est pour cela que le coach Fulgence Sarangano, nous avons créé l'Académie des parents. Et puis il y a l'Académie des leaders, parce que nous pensons que c'est d'abord les parents qui doivent transmettre les gestes. Et s'ils ont l'information, ils ne peuvent pas ne pas transmettre des gestes de leadership à leurs enfants. Assome Gaba, merci à vous de nous avoir reçus. Fulgence Sarangano, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On donne encore rendez-vous aux téléspectateurs demain pour parler toujours de la réussite des apprenants. Merci. Merci à vous, Aniat Onifa Debelo. À très bientôt. Merci beaucoup également à vous, M. Sarangano. À très bientôt. À demain. Oui, à demain avec les téléspectateurs, bien sûr. Moi, je ne serai pas là, certainement. Allez, on continue ce soir avec vous, chers téléspectateurs, pour parler de quoi déjà? Oui, on va voir, donc on va à l'hôpital. Hein? Oui, nature et bien-être. Alors, ce soir, il est question de parler de la trisomie 21. Il paraît qu'il faut donc détecter cette manifestation-là très tôt pour permettre aux uns et aux autres de prendre les décisions efficaces pour éviter des conséquences, des situations malheureuses, bien sûr, à la naissance, bien sûr, de cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? On aura le temps, bien sûr, de savoir dans un instant. Pour le moment, c'est le reportage qui nous illustre le sujet que nous allons suivre. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du
du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%, je sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, il y a des facteurs favorisants. Cette malformation survient généralement chez les femmes âgées. Au Bénin, essentiellement, les études ont montré qu'une femme, après 25 ans, a un risque sur 700 ou 1 sur 1000 pour faire des enfants trisomiques. Mais plus l'âge avance et plus le risque est plus important. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour éviter des complications congénitales. Ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Lorsqu'on s'en occupe bien, on améliore leur qualité de vie et on améliore aussi leur espérance de vie. Parce qu'ils vieillissent très, très vite, mais ils peuvent aller au-delà de 50 ans. Une espérance de vie qui est fonction du soutien. Les parents doivent donc faire attention à tout élément ou signe inquiétant concernant les enfants. Lorsque un parent découvre que son enfant n'évolue pas comme les autres, il ait le courage de venir voir un médecin pour qu'on puisse lui expliquer exactement de quoi il s'agit et ce qu'on peut offrir à cet enfant-là pour lui permettre vraiment de se développer assez bien aussi. Voilà, on revient en plateau. Vous comprenez tout simplement que c'est bien possible de savoir si un foetus va donner, en tout cas, va aboutir à un enfant trisomique ou pas. Et là, ce soir, nous parlons de la gestion d'une telle situation avec le docteur Komlan Agossou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve également avec Yasmine Damata. Bonsoir Yasmine. Un plaisir de vous retrouver à Sumgaba. Ah oui, hein, beaucoup de plaisir. Et on dit merci également à Marianne pour la réalisation de cet élément, ce reportage, qui a planté le décor, bien évidemment, et qui nous parle de la trisomie 21. Il paraît que quand c'est diagnostiqué tôt, on peut mieux gérer. Pour répondre à la question, le docteur va mieux nous édifier. Et docteur, il est dit que la femme, quand elle est âgée, déjà, bonsoir docteur. Bonsoir. Les politesses d'abord, bien docteur. Je vous en prie. Il paraît que quand la femme est plus âgée, elle est sujette à faire des enfants trisomiques. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi? Alors, la trisomie 21, peut-être que je remettrai ça juste après votre question. Donc, c'est statistiquement démontré que plus l'âge avance, plus le risque de trisomie est important. Et les statistiques donnent exactement ceci. À 20 ans et autour, la femme a une chance sur 1500. Donc, sur 1500 grossesses de femmes de 20 ans, il y aura un trisomique. À 30 ans, c'est une chance sur 900. Wow. Ça tient toujours autour de 1%. Donc, vous voyez que ça descend. 1 sur 900. 1 sur 900. C'était 1 sur 1500. Voilà. Plus de 20 ans. À 35 ans, c'est 1 sur 300. Plus on prend de l'âge. À 40 ans, c'est 1 sur 100. Donc, 40 ans et au-delà, c'est 1% de risque. C'est énorme, finalement, quand on compare à ce qui est à 20 ans. Ce qui fait que, d'ailleurs, c'est pratiquement rarissime de voir chez une jeune femme de 20 ans apparaître une trisomie. Donc voilà ce qui est des statistiques et de pourquoi l'âge, le facteur d'âge intervient. Donc il faut aller tôt. Hein. Oui, il faut aller tôt pour les femmes si elles veulent éviter d'avoir beaucoup de soucis à se faire en matière de risque pris. Ça, c'est seulement ce qui concerne la trisomie 21. Mais au-delà de ce facteur âge, il y a d'autres facteurs qui favorisent la naissance des enfants trisomiques. Non,
Il n'y a rien d'autre. C'est l'âge. C'est une question d'âge. Wow. C'est une anomalie qui apparaît de plus en plus quand la femme est âgée, pas l'homme. Ah, pas l'homme. Non. Donc l'homme peut avoir 50 ans, la femme à 20 ans a un risque sur 1500. De faire, voilà. Bon, la nature contre la femme, on dira. non, la nature n'est pas contre la femme parce que c'est au sein de la femme que la fécondation a lieu. Les phénomènes naturels qui aboutissent à la grossesse ont lieu chez la femme. Et les anomalies ne peuvent pas être liées à l'homme puisque c'est une anomalie génétique. C'est pour ça que je voulais répondre à la question auto-posée de qu'est-ce que c'est que la trisomie 21. Hein, nous avons 46 chromosomes plus le dernier les chromosomes sexuels. Alors, les chromosomes sont numérotés de 1 à 46 et nous avons le chromosome 21 qui est triple, au lieu d'être double, comme tous les autres. Ça, c'est l'anomalie qui arrive dans la formation de l'embryon. Donc, la cellule, l'œuf formé, est un œuf qui porte 3 chromosomes 21. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que l'homme a apporté 2 chromosomes 21 de plus. Mais c'est parce que dans la division cellulaire, au niveau de la femme, il est apparu un troisième chromosome 21. Et voilà, donc c'est dans le milieu féminin que le problème se produit. Mais déjà, pour tout au cours de ce processus, la femme, est-ce qu'il y a à cette étape, il y a des diagnostics à poser pour déjà qu'elle sache qu'elle a déjà un enfant, son bébé est trisomique? Une femme enceinte? Oui. Vous voulez dire? Oui. Oui, tout à fait. Ça fait partie du suivi de la grossesse. Dans un suivi normal de la grossesse, déjà l'échographie de la grossesse est un moyen de dépistage de signes de risque. Parce que dans tous les cas, c'est des signes de risque d'abord que l'on recherche avant d'aller faire un diagnostic certain. Donc, à l'échographie, on va mesurer ce qu'on appelle l'épaisseur de la nuque de l'embryon entre 11 semaines et 13 semaines d'aménorrhée. Ça fait à peu près 2 mois et demi à 2 mois et demi de grossesse. On peut déjà une échographie spécifique qui a pour but de rechercher l'épaisseur de la nuque anormale. Bon, ce que ça produit comme incidence, c'est une incidence financière sur la surveillance de la grossesse, puisque ça voudrait dire qu'après la première échographie de diagnostic qui a été faite peut-être quand la grossesse avait 1 mois et demi, il faudra revenir faire une échographie à 2 mois et demi. Ce que le couple n'est peut-être pas prêt à consentir. Par faute de moyens. Par faute de moyens ou par limitation des moyens ou par perception, puisque de toutes les façons, quand l'obstétricien va poser le problème, il peut vous dire que de toutes les façons, eux, ils ne sont pas exposés à des anomalies chimiques ou autres environnementaux particuliers pour aller avoir un enfant mal formé. Donc, généralement, les femmes n'adhèrent pas à cette... Exactement. À faire les analyses. Donc, on peut déjà accuser en partie les femmes. Accuser, non. Mais pointer du doigt le besoin de ce dépistage. C'est un besoin qui est présent dans les soins. Processus. Et c'est un besoin non assouvi jusque-là. Souvent, donc, quand c'est une femme âgée, il faut le faire. Quand c'est une femme plus âgée que 30 ans qui est enceinte, nous insistons davantage. Parce que le risque est plus élevé. Et dans ce cas-là, comment il faut gérer donc, une telle situation? Quand on constate qu'un enfant, que le foetus peut donner lieu à un enfant trisomique. Alors, l'échographie de 11 semaines est la première porte d'entrée. Donc, si nous avons des signes, il faut faire le dépistage sanguin. Donc, il y a des tests sanguins, un prélèvement pour évaluer le risque. On le fait à 2 reprises. Le premier prélèvement se fait entre 11 semaines et 13 semaines d'aménorrhée, puis un deuxième prélèvement sera fait
entre 14 et 16 semaines. semaines. Donc, au début du deuxième trimestre. Ce qui permet d'évaluer le risque, un risque faible ou un risque élevé. Docteur, on va y revenir. Hein. On n'a pas, Assio Mugaba, vous convenez avec moi, on n'a pas fini d'épuiser. Oui, ce sujet-là. Oui, ce sujet sur la trisomie 21. On aura le temps de revenir puisque le journal attend. Ah oui, le journal attend, il est 19h45. On va y aller rapidement avec Estelle Pazou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le marché agricole béninois est de plus en plus envahi et concurrencé par les produits importés. Il faut penser à des solutions pour protéger le Made in Bénin. Albert Ronlonkou nous en dit davantage. À Khayoué, les chips de banane plantain très aimés des Béninois. Ils l'apprécient sous diverses formes. Origine de ce produit alimentaire, c'est à suivre dans ce journal. Et puis l'art visuel béninois s'enrichit. Nous irons dans ce journal à la découverte de Rafiou Okefolaran. Il est artiste, peintre et plasticien. Le marché agricole, c'est un lieu de vente et d'achat pour agriculteurs et producteurs. Au Bénin, ce marché est de plus en plus confronté à une concurrence des produits importés. Pour booster l'économie, il faut donc le protéger et il existe bien des mécanismes pour y arriver. Albert Ronlonkou est économiste. Il propose quelques pistes de solutions au micro de Baudelaire Kantiédé et Edwige Agossou. Le marché agricole, c'est un marché qui regroupe bien sûr les offres et les demandeurs, ceux qui achètent et ceux qui vendent des produits issus de l'agriculture de façon générale. Protéger le marché, c'est une manière de l'isoler un peu de la concurrence des produits qui sont importés. Quand on subventionne les intrants, par exemple, c'est une manière de protéger. Par exemple, subventionner les intrants, ça veut quoi? Ça veut dire que quand le producteur veut calculer le revenu issu de sa production ou le profit issu de la production, il va faire le prix moins le coût. Maintenant, si l'État subventionne le coût, c'est que les coûts sont faibles et ça va augmenter le profit et ça permet aux producteurs de rentabiliser leurs activités qui, si elles n'étaient pas subventionnées, ne seraient pas rentables. Si un commerçant de produits agricoles quitte Cotonou pour aller acheter un produit peut-être à Abomey par exemple, si la route n'est pas bonne, ça va augmenter le coût. Et ce qu'il va offrir aux paysans là-bas serait beaucoup plus faible. Donc il y a tout un tas de mesures qu'il faut mettre en place, dont les infrastructures publiques, dont l'accès au crédit, dont l'accès aux intrants, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi promouvoir la transformation locale. Il faut qu'on ait des industries qui transforment ces produits-là. Parce qu'il y a certains produits, par exemple, qui sont très périssables et que si on ne les transforme pas en un temps record, ces produits-là pourrissent. Or, c'est ce qu'on arrive à vendre qui doit couvrir toute la production. Le Khayoué est un produit alimentaire ancré dans les habitudes alimentaires des Béninois. Il l'apprécie d'ailleurs sous diverses formes et on en trouve à presque chaque croisement de rue. Vous l'avez sûrement déjà consommé sans jamais vous poser de questions sur son origine. Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinankou, eux, se sont posé la question. Réponse en images à travers ce reportage. Communément appelé Khayoué, ce produit alimentaire fait à base de bananes plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le Khayoué traditionnellement commençait sur la côte à la latitude de Anéro où nos grands-mamans, pour gérer le stock des avaries, faisaient le Khayoué. Et puis, sur d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le Khayoué existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du Khayoué, tout ça là. C'est toujours pour gérer les stocks d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le Khayoué que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas.
Et avec le hawaïeux, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Normalement. Et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le hawaïeux, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre ou bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le hawaïeux est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne, le hawaïeux reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent. L'art visuel béninois s'enrichit d'artistes talentueux. Rafi Okefolaran est artiste peintre plasticien. Ses œuvres et leur originalité ont reçu les ovations du public. C'était à l'occasion d'un vernissage. Edwige Agossou, Patrick Adjaboudjou. Je pourrais vous dire que par an, je fais au minimum 8 expos dans des lieux prestigieux. Décor feutré et lucieux, tout visiteur au contact de ces peintures figuratives est ému par les couleurs. Un jeu de couleurs qui porte la signature d'un artiste, à la fois peintre et coloriste. Rafi Okefolaran, c'est lui. Ces tableaux puisent leurs éclats et originalité dans la peinture acrylique et à huile. Pendant mon parcours, j'ai beaucoup appris à travailler l'acrylique. Donc la peinture à huile s'est ajoutée au fil du temps parce que c'était devenu une nécessité pour continuer à peindre, pour faire évoluer mon travail. Son travail d'esprit est inspiré par l'actualité. Sur cette toile, l'artiste ose dénoncer ce qu'il voit autour de lui et ce qu'il regrette. Ce tableau, dénommé « La télé rend fou », en est une preuve. Les programmes de télévision doivent orienter les gens à travailler. Les autres, ils s'amusent parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont construit pratiquement tout. Du coup, ils ont le temps de s'amuser. Nous, on n'a rien fait, on s'amuse. Nous sommes dans un monde globalisé. On est dans un village. Les autres nous bombardent. Ils ont assez de moyens de nous bombarder de tout ce qu'ils veulent. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Rafi Okefolaran s'ouvre à d'autres supports artistiques et donne au public un aperçu de la diversité de son univers pictural. L'inspiration de l'artiste est allée au-delà des tableaux. Ce vélo est l'un des moyens utilisés par l'artiste pour également exprimer son art. Ici, chaque visiteur reçoit un bout de papier sur lequel il doit mentionner un mot magique, un mot pour la paix et l'harmonie dans le monde. On connaissait le travail de Rafi qui était jusqu'à présent essentiellement pictural. Là, il apporte une touche, un plus à son travail et c'est très bien. Les performances sont là éphémères, ça passe très vite, mais ça nourrit les débats et le bouche à oreille transporte très loin ce qui n'a duré que 30 secondes, 1 minute. Je pense que Rafi, en nous proposant une démarche singulière ce soir, aussi s'inscrit dans cette démarche de construction de la signature. Et je trouve ça remarquable. C'est un gain pour son cheminement, je crois. L'originalité de ses œuvres d'esprit a séduit les regards. Ce vernissage, suivi de 2 semaines d'exposition, témoigne de la vitalité de son talent et de ses ambitions à vendre l'art visuel béninois sous toutes ses formes.
La production mondiale de caoutchouc naturel devrait supplanter la demande du secteur des pneumatiques jusqu'en 2027-2028. La faiblesse des prix actuellement observée en raison de la surproduction pourrait décourager à long terme les producteurs et conduire à un déficit mondial. Les pays producteurs ont intérêt à opter dans le futur pour un contrôle plus rigoureux des activités de plantation afin de mieux équilibrer l'offre et la demande. Pour les économistes, la seule manière de soutenir durablement les prix est de laisser le latex dans les arbres. Les maladies émergentes et réémergentes constituent une menace pour l'Afrique. Pour y faire face, la Coalition africaine de recherche, d'intervention et de formation mise sur les ressources locales. Ses membres ont été outillés à l'issue de l'Assemblée générale de la coalition à Dakar. Constance Diagne, Aramo Ndao. Ces 10 dernières années ont été marquées par l'émergence d'épidémies dans le continent africain, emportant beaucoup de pertes en vie humaine. En 2014, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, affectant particulièrement la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Selon l'OMS, plus de 28 000 cas ont été comptabilisés avec 11 300 décès enregistrés entre décembre 2013 et janvier 2016, soit près de 7 fois plus de décès en 25 mois que depuis l'apparition de la maladie en 1976. Face à ces pandémies régulières et inattendues, la prévention reste le moyen de lutte le plus efficace, l'Afrique étant une zone très exposée. Avoir un système de santé qui est faible, lié à notre situation économique, mais aussi au fait qu'on n'a pas assez de ressources humaines dans ce domaine. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Afrique connaît des guerres et connaît un peu un certain nombre de conflits qui en font que ces pays sont considérés comme des pays vulnérables. La troisième raison, c'est que, vous savez, en Afrique, on a toute une végétation qui est très fertile, dans laquelle logent beaucoup de virus connus et pas connus et des pathogènes. Et ça peut faire qu'on a souvent dans une position d'opportunité. Donc quand vous mettez aussi un dernier point qui est la démographie, l'Afrique est un des continents qui grossit le plus. Ebola, Zika, entre autres épidémies ont fait des ravages avec beaucoup d'impacts économiques et sociaux. Pour ne pas être victime, le Sénégal a pris des mesures. Au niveau du Sénégal, il y a toute une série d'activités qui ont été mises en place avec un nouveau centre comme l'IRSEF, avec aussi des acteurs comme l'Institut Pasteur qui étaient dans ce domaine depuis un certain temps, mais au niveau de l'université et au niveau des alliances sous-régionales, avec l'OAS, toute une démarche qui a pour but de renforcer notre région et particulièrement notre pays. Avec un système sanitaire déficitaire, l'Afrique, à travers Alerte, veut gagner le défi de la prévention. Cela passera nécessairement par une synergie des actions. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci également à vous, Estelle Pazou, pour le développement de ce titre, la présentation du journal. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et bon appétit. Bonne soirée et bon appétit à vous aussi, Assume Simplice Gaba. Merci beaucoup à vous, Estelle Espérance Aurore Pazou. À très bientôt. Allez, on revient en plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour la suite du grand rendez-vous. Et là, donc, ce soir, nous allons faire un peu de la publicité avec l'expert de ce grand rendez-vous. La publicité continue toujours de sonner mystification dans la tête des consommateurs au lendemain, bien sûr, de la journée mondiale contre la publicité célébrée tous les 25 mars chaque année. L'expert de ce grand rendez-vous, il s'agit bien sûr de Firmin Tovodounon, affirmant qu'une publicité durable et efficace est celle-là qui dit la vérité. Il nous dira bien évidemment pourquoi il est là avec nous. Bonsoir Firmin. Bonsoir Sim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Firmin Tovodounon, il est graphiste, designer et consultant en publicité. Avec vous, nous allons bien sûr aborder la question, mais dites-nous déjà, comment analysez-vous le fait que la publicité sonne faux, mystification dans la tête du consommateur? D'accord, merci beaucoup. Dans un autre sens, la publicité, en réalité, c'est une forme de communication de masse
qui vise à inciter un ensemble de populations vers un objectif bien défini. Ça peut être vendre un produit, ça peut être communiquer pour être élu, etc. Souvent, on voit que quand les agences ou les entreprises communiquent pour faire vendre un produit, ce qui fait que d'autres déplorent le fait que la publicité n'est pas trop bonne, c'est qu'ils sont, après l'achat du produit pour lequel ils ont suivi la publicité, ils sont déçus en utilisant ce produit-là. Peut-être ils ont menti dans la publicité et ce n'est pas ce qu'ils ont vraiment défini dans la publicité que le client a eu comme résultat à la fin. Donc, à force de voir la publicité, il se dit, dans la publicité, vous mentez, vous dites faux, vous ne dites pas la vérité. C'est ça qui fait que beaucoup de gens sont un peu contre le fait de trop faire de la publicité. Ok, je vois. Donc, parce que ça ment, parce que ce n'est pas conforme à la réalité, du produit. Exactement. Et du coup, les gens se disent, bon, quand on dit publicité, c'est que c'est mensonge, c'est de la mystification. C'est pas ça. Alors, merci. Alors, peut-on donc dire la vérité ou doit-on dire la vérité pour faire la publicité? Je pense que pour toute entreprise qui veut vraiment émerger et durer dans le temps, c'est opportun pour lui de dire totalement la vérité dans sa publicité. On peut faire de la publicité et dire la totale vérité. Oui, il y a des formules pour le faire, mais parce que quand vous faites une fausse publicité, c'est-à-dire vous énoncez des faits qui ne sont pas vraiment réels, ça fait que la population ou bien la clientèle cible en rencontre du produit est frustré, il ne croit plus. Et un client qui ne croit plus en vous parce qu'il a consommé votre produit qui n'a pas marché pour lui, il faut vous assurer qu'il fera une fausse campagne contre vous. Il n'a pas besoin de la télé ni de la radio avant de faire une méditation. Il suffit juste de passer bouche à oreille. Or, pour une entreprise qui veut vraiment durer dans le temps, il faut que la publicité, la vérité dans la publicité soit conforme au produit. Si le produit ou le service est efficace, il n'a plus besoin de publicité auprès d'un client bien satisfait. Et un client bien satisfait peut amener 10 clients, 100 clients, 1000 clients, etc. Donc, ça fait que quand la publicité est fausse et la publicité est bien élaborée, mais le client n'est pas satisfait à la fin de l'offre ou du produit, il se retourne contre vous et là, il dit que vous faites de la fausse publicité et il communique autrement. Ça fait que peu importe l'autre forme de communiquer, de publicité que vous allez adopter après ne pourra pas marcher parce que le voisin d'à côté est plus sûr d'écouter son voisin frère que d'aller suivre la publicité. Si tu suis la publicité te conseille ce produit-là et moi, on est des amis, je te dis non, ça ne marche pas, moi j'ai testé, je vous jure, peu importe la qualité de la publicité, il ne se retournera pas vers ce produit-là. Et ni tous ceux qui ont conseillé à ne pas utiliser ce produit-là ne viendront vers plus ce produit-là. Même si dans le temps, il arrivait que l'entreprise s'est réajustée en offrant de bons services, c'est toujours difficile parce qu'on a toujours tendance à écouter le bouche à oreille. On a tendance à écouter les conseils et agir en ce sens-là. Donc, un message qui est faux dans une publicité, un message qui n'est pas conforme à la réalité du produit peut faire partie, tout le monde peut gâcher complètement. Exactement, définitivement sur de longue durée. De longue durée. Ouais. Alors, mais bon, c'est vrai, on gagnerait donc à dire donc, la vérité dans ces messages, c'est-à-dire à être conforme à la qualité, à la réalité de son produit, de son service dans la publicité pour gagner. Dans le temps, et rentabiliser la publicité, puisque la publicité coûte cher. C'est ce qu'on gagnerait donc en matière, en disant la vérité. Voilà, en disant la vérité. Là, vous gagnez, je prends un exemple, un client qui paie votre produit, il a suivi la publicité, il a payé votre produit, il a vu que c'était conforme, il a eu satisfaction. Ce même client va parler de votre produit à d'autres clients qui peut-être n'ont pas eu la chance de voir votre publicité. Ça fait que vous ne payez même plus ce client satisfait à aller faire la communication gratuite pour vous. Ça fait que ça dure dans le temps et c'est pourquoi les experts de la publicité définissent le marketing bouche à oreille qui est le marketing qui marche dans tout le temps. Ça fait que ce que vous avez beaucoup investi dans la publicité au départ, vu que le produit est efficace, le produit lui-même parle de lui-même. Le produit commence par communiquer d'elle-même. Quand tu as un mal, tu as utilisé le produit et l'autre souffre d'un mal, il dit le mal à côté de toi, directement tu lui dis utilise ce produit-là, moi j'ai essayé et ça marche. Et on se conjugue simplement avec ça. Et ça fait que l'entreprise vend énormément, même s'il ralentit dans le cours de la publicité. Puisque la première publicité, le premier pas qu'il a fait était vrai.
et le produit, et les clients étaient satisfaits par l'achat de ce produit-là. Ça fait que tous les clients qui ont payé ce produit-là deviennent des ambassadeurs de ce produit, de cette marque-là, et communiquent directement pour lui. Et quelqu'un qui a de la notoriété prend ce produit-là et vient devant une foule ou bien une communauté qu'il gère, dit ce produit, moi j'ai essayé, ça a marché. Il faut s'assurer que tous ceux qui ont foi en lui iront effectivement payer ce produit-là. Et même si on a entre-temps, l'entreprise a utilisé par exemple celui-là pour même divulguer un faux message, c'est-à-dire quand les gens iront vers le produit, ils vont constater que ce n'était pas vrai, voilà, ils vont se retourner. Exactement, ce ne sera pas parce que telle personne, telle personnalité l'utilise qu'ils vont rester fidèles. Exactement, parce que la vraie cause ou bien le vrai objectif de la publicité n'est pas de pousser les gens au premier achat, mais c'est de les faire fidélité dans le temps et de les transformer, les premiers clients, en des ambassadeurs de la marque du produit pour qu'ils puissent communiquer pour vous dans le temps. Et pour ça, il faut que le produit soit vraiment de qualité. Si vous avez un produit de qualité, vous n'avez pas trop besoin de la publicité. C'est vrai, vous avez besoin de la publicité, mais ça vient en appui simplement à la qualité de votre produit et le produit se vend. Alors donc ce qu'on gagnerait à être vrai dans son message à travers donc la publicité, c'est la fidélité du client, consommateur, et en même temps une publicité gratuite, exactement, de bouche à oreille qui va donc prendre. Alors comment être alors vrai dans la publicité? C'est très simple d'être vrai dans la publicité, vu comme je disais au départ. Et attractif, bien sûr, parce que on peut être vrai et ne pas attirer en réalité. Comment utiliser la vérité pour donc attirer? Tout dépend de votre forme de communication, de publicité que vous adoptez. Il faut dans un premier temps, par exemple, définir une seule offre ou bien un seul message pour faire passer votre message. Il ne faut pas communiquer si vous êtes entreprise, vous produisez beaucoup de choses. Il ne faut pas avoir le sens de faire la publicité sur beaucoup de produits ensemble. C'est vrai, vous produisez beaucoup de choses, mais il faut toujours prendre la peine de communiquer sur un pour que le message passe rapidement. Et dans un deuxième sens, il faut soigner l'accroche et la lisibilité. Vous communiquez, vous faites passer un message. Il faut vous assurer des canaux que vous utilisez pour faire de la publicité. Est-ce que c'est des panneaux? Si c'est des panneaux, quelle est la durée que les gens passent par là, c'est-à-dire quelle est la durée pour pouvoir lire votre message? Est-ce que quand j'utilise telle police, tel caractère, est-ce que c'est lisible à distance? Il faut s'assurer de ces trucs-là et vraiment privilégier l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est quoi? Quand le client voit votre produit, voit votre message publicitaire, il faut d'autres messages pour le pousser à l'action. Par exemple, gagner jusqu'à 20% de réduction en achetant de telle date à telle date, ou bien inscrivez gratuitement et on vous donne un délai. Ça fait que le client est plus suscité en réalité à passer rapidement à l'action parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Donc, il faut vraiment privilégier l'appel à l'action. Et aussi, il faut vraiment que vous soyez remarquable. Il faut que le produit soit remarquable. Je prends un supermarché. Quand vous entrez dans un supermarché, on peut vous proposer des boîtes de sardines de diverses catégories. Mais c'est ce qui est vraiment accroché, vraiment accrocheur. C'est à ça que vous allez directement pour payer. Parce qu'il y a beaucoup de marques et c'est ce qui accroche rapidement que vous créez. Et quand vous lisez le livre, par exemple, de Seth Godin, il a dit ça dans la Soyez remarquable. J'oublie souvent le nom. Et il a écrit un livre sur ça. Il dit que soyez remarquable dans tout ce que vous faites. La vache pouffe, voilà le nom du livre. Et c'est très efficace parce qu'il fait que beaucoup communiquent, beaucoup font de la publicité, mais c'est un peu uniforme. Il faut apprendre à vous démarquer de la masse, utiliser d'autres aspects pour pouvoir vraiment communiquer et être efficace. Il faut que votre message ait un sens direct au lecteur. Le lecteur n'a pas le temps de réfléchir pour comprendre le message que vous êtes en train de passer. Il faut que quand il lit le message, le cible puisse se retrouver directement et comprendre le message dans un sens coordonné et la chose. Et maintenant, pour finir, tout à la base, il faut que le produit vraiment soit vraiment efficace ou le service soit vraiment efficace. Sinon, peu importe l'investissement que vous allez faire dans la publicité, ça ne marchera pas à long terme. Les clients vont payer à la première coup d'action, mais ils vont faire contre vous et faire de la fausse publicité pour vous. Alors, merci donc à vous, Firmin Tovodouno, pour toutes ces explications. Alors, sommes-nous donc en train de donner la force donc aux clients
et vis-à-vis bien sûr de la réalité du produit pour permettre donc aux entreprises de se développer. Oui, parce que toute entreprise pour se développer a besoin forcément de faire de la publicité. Sans la publicité, vous aurez le meilleur produit au monde, mais personne ne saura en réalité, n'aura connaissance de ce produit-là. Et quand le monde ou bien la population cible n'a pas connaissance de votre produit, personne n'ira. Donc, c'est très, très important pour une entreprise, peu importe votre niveau dans le rang des entreprises, de faire de la publicité, d'avoir un budget en termes de publicité et de se rapprocher vraiment des experts dans la chose pour élaborer des publicités réussies. Tu peux beau avoir un budget colossal pour faire la publicité et passer rapidement à côté. Or, l'autre peut utiliser d'autres sens de publicité, comme par exemple faire la sensibilisation simplement pour vraiment vendre son produit. C'est une autre forme de publicité qu'on fait pour passer le message et pouvoir vendre. Parce que quand vous créez une entreprise, le but final, c'est de faire des chiffres d'affaires. C'est vrai, c'est de faire des chiffres d'affaires et aussi, surtout, agrandir votre part du marché. Et c'est ce qu'on gagne. Donc, en étant vrai dans la publicité. Si je m'en tiens bien sûr à vos propos. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Je vais vous donner à très très bientôt. On se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou en 15, pourquoi pas, sur le grand rendez-vous, pour continuer toujours à parler, bien sûr, sur le domaine de la communication, surtout la communication visuelle, que vous maîtrisez beaucoup plus. Merci. Allez, à vous. On continue, chers téléspectateurs, sur le grand rendez-vous. Pratiquement à la fin de cette édition, nous allons jeter un deuxième coup de regard sur le tableau météo avant de partir. Allez, donc pas plus que ça pour le compte de ce grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'avoir passé ce moment de télé avec vous ce soir. Demain à 19h00, Aniatoni Fadebelo va vous rejoindre avec toute l'équipe du grand rendez-vous au complet pour vous faire passer en tout cas une nouvelle soirée et très belle déjà sur BB24. Portez-vous bien ce soir, déjà suivez à 21h. Le forum du jour sur BB24. Ciao, ciao.